Eric et Lorraine nous ont rejoints pour apporter leur témoignage dans cette émission spéciale maladie rare. Merci déjà de nous accueillir à tous les deux. Je sais que c'est un petit peu difficile de trouver le temps de faire des interviews comme ça dans un planning qui est le vôtre. Brièvement, Lorraine et Eric, le petit Elliot, il a une maladie rare. C'est quoi cette maladie? J'y vais. Allez, Alors, vas-y. comme beaucoup de maladies rares, elle est d'origine génétique. Donc, ça s'appelle le syndrome CTNNB1. C'est une mutation génétique rare qui affecte Elliot et environ 500 personnes dans le monde, une trentaine en France, et qui fait que le développement d'Elliot a été ralenti. Donc, ça commence par une faiblesse musculaire, une hypotonie axiale. Il a tout fait beaucoup plus tard que la norme. Marcher, se tenir assis, développer sa motricité, parler, etc. Tout lui demande beaucoup plus d'efforts qu'un enfant normal. Aujourd'hui, Elliot a 4 ans et demi et ça fait à peu près un an qu'il marche, ça fait à peu près un an qu'il parle aussi. Mais le chemin est encore très très long puisqu'il y a d'autres soucis qui s'ajoutent, des problèmes de vue, des problèmes de pied, des troubles du comportement qui s'ajoutent à tout ça. Et voilà, c'est un petit peu pour l'instant là où on en est. Et donc brièvement, on va en parler, mais on va le développer aussi ce soir. Tu as créé une association dont tu es la présidente. Oui, on s'est vite rendu compte donc qu'il y avait très peu d'enfants concernés, mais qu'il y en avait quand même. Quand on a découvert la maladie, on s'est rapproché d'un groupe Facebook qui regroupait les patients français. À l'époque, je crois qu'Eliott était le 19e, quelque chose comme ça. Mais au-delà de ce groupe Facebook, il n'y avait rien de concret qui se faisait. On voyait qu'à l'étranger, il y avait de la recherche qui commençait à se mettre en place, il y avait des choses qui se faisaient. Moi, ce que j'avais vraiment envie, au-delà d'aider mon fils, au-delà d'aider Elliot dans ses thérapies, j'avais vraiment envie que tout le monde puisse être regroupé autour d'une entité, autour d'une association pour pouvoir aider la recherche, pour pouvoir aussi soutenir les gens, pour être un point d'accueil, d'écoute téléphonique, etc. Puisqu'effectivement, on se sent très vite très, très seul dans ce genre de combat. Donc, on a créé en janvier 2023 l'association CTNNB1 France, qui aujourd'hui regroupe environ une soixantaine d'adhérents et beaucoup, beaucoup de sympathisants et qui est à la fois là pour regrouper la recherche, regrouper les connaissances autour du syndrome, aider la recherche et soutenir les familles. Et oui, parce que ça c'est important, soutenir les familles. Je précise qu'après avoir fait une petite enquête, 80% des couples qui ont des enfants qui sont dans ces situations-là, les couples cassent, les couples cèdent. C'est quand même catastrophique et c'est vrai que ces associations pour aider les parents, c'est très important. On va parler, si vous le voulez bien, tous les deux, d'Elliot. Comment vous le décrirez, Elliot, hormis... On ne parle pas de son handicap. Il est comment, ce petit garçon? Ah, c'est un petit garçon qui est très joyeux, Elliot. Très joyeux, très sociable. Oui, bien sûr, il y a des côtés, des troubles du comportement qui font qu'il fait beaucoup de crises. Mais en dehors de ça, c'est un petit clown. À l'école, la maîtresse le qualifie de clown. Il fait beaucoup rire ses autres copains. Donc, malgré tout, c'est un enfant qui est assez sociable, assez heureux et qui... Bon, pour l'instant, forcément, il ne se rend pas compte de sa différence, mais malheureusement, ça viendra. Mais pour l'instant, il est plutôt heureux, voilà, en dehors de ses troubles du comportement. Elliot est un enfant très heureux, mais voilà, tout ce qui va être trouble du comportement, trouble de la sensorialité, toutes ces choses comme ça, pardon, vont faire qu'il est extrêmement excessif dans tout, excessif dans les joies, excessif dans les colères, excessif dans la tristesse. Et ce qui peut poser beaucoup de problèmes à l'extérieur, notamment à l'école ou dans des magasins ou en famille, etc. Donc, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord. Elliot est pour l'instant un enfant assez heureux, mais qui souffre pas mal de ces problématiques, surtout comportementales. Et au quotidien, comment vous, parents, vous le vivez? Bonne question. C'est pas tous les jours facile. Non, c'est sûr. Le poids du handicap, pour nous, il est surtout
dans tout ce qui va être la charge mentale, les rendez-vous à gérer. En ce moment, Elliot en a beaucoup, puisque en dehors du quotidien, de la kiné, de l'orthophoniste, de la psychomote, des choses. Nous, on s'est rajouté des petites choses aussi pour l'aider, comme de l'équithérapie. Essayer de lui faire aussi des activités qui soient pas que, même s'il y a un côté thérapeutique, mais qui soient aussi autre chose. Et puis en ce moment, on a énormément de rendez-vous annexes. Ça peut être pour les yeux, ça peut être pour la spasticité dans les jambes. Ça peut être faire une écho cardiaque pour aller checker ceci, le rendez-vous annuel de la génétique. Et c'est beaucoup, beaucoup d'accumulation, ce qui fait qu'on a beaucoup de soucis, notamment au niveau du travail. Voilà, ça fait, Elliot a 4 ans et demi, on commence tout juste à récupérer chacun une activité professionnelle et qui fait quand même qu'on est obligé qu'il y en ait un qui mette son activité professionnelle. Enfin, on ne peut absolument pas travailler. Enfin, il y en a un ou deux qui ne peut pas travailler à plein temps, forcément, parce que Elliot ne va à l'école que 18 heures par semaine. Et le reste du temps, on ne peut pas le faire garder puisqu'il a ses rendez-vous thérapeutiques. Et puis, il faut aussi trouver quelqu'un qui accepte de le garder au vu de son profil. Et voilà, ça, c'est très compliqué. Et puis l'autre chose, c'est effectivement depuis l'arrivée de son petit frère, ça avait commencé un petit peu avant, mais depuis l'arrivée de son petit frère, il y a 1 an et demi, les crises ont énormément explosé, ce qui fait que certains jours, le quotidien est très très lourd, où on passe notre temps à gérer des crises et voilà. Comment vous avez vécu l'annonce de cette maladie? Eric, peut-être? Comment tu l'as vécu, toi? Anesthésié, je pense, sur le moment. On ne se rend pas forcément compte, surtout que les professionnels qui annoncent ça essaient d'y mettre des formes pour pas qu'on s'effondre. Donc, en fait, je pense qu'on a appris la maladie de notre enfant après le rendez-vous Enfin, ça paraît bizarre comme je le dis comme ça, mais disons que la généticienne a été assez... assez vague. Voilà, assez vague. Il a une maladie génétique. Bon, il est plutôt dans ceux qui vont bien s'en sortir. Ouais, ça va aller. Enfin, voilà. Rien de très affolant, on va dire, par rapport à un moment donné, vous en avez voulu à ces médecins qui, au lieu de vous dire directement les choses, ont peut-être tourné autour du pot et pour pas vous alarmer? Non, pas vraiment, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne manière de le faire. Oui. Non, en fait, le problème, ça dépend du profil des parents et il n'y a pas vraiment de manière de le faire. Et je pense qu'au final, c'était presque la meilleure manière de faire, peut-être. Au final, de nous laisser découvrir petit à petit, parce que de toute façon, comme on dit, on ne peut pas réduire un enfant à son syndrome. Et on ne peut pas prédire à l'avance de ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il ne va pas pouvoir faire. Donc, ils peuvent être très alarmistes et au final, nous allons alarmer pour rien parce que l'enfant va plutôt bien se développer, ou alors pas du tout alarmiste et où la maladie est à un stade assez grave, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne manière de faire. Vas-y, je te laisse. Non, le problème, c'est qu'en fait, ils y connaissent rien, tout simplement. Il y a beaucoup trop de syndromes génétiques différents qui fait que ils ont aucune... Oui, à ce syndrome en particulier, ils n'ont pas forcément, suffisamment ils le le recul connaissent pour savoir. pas. Donc, en fait, la généticienne, elle est allée sur PubliMed, elle est allée dans les études, elle a vu 2 études sur ce syndrome et elle nous a dit, il y a 30 cas dans le monde, il y a une étude là sur 30 cas dans le monde, voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et nous, on est reparti avec ça. Et sauf que nous, tout de suite derrière, forcément, on a fait ce qu'on nous dit de pas faire, mais on l'a fait quand même. C'est qu'on est allé sur les réseaux sociaux, on est allé sur Internet. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que la généticienne nous avait dit. D'où, moi, plus tard, vraiment cette idée de créer une association pour être une référence aussi pour les médecins. Parce que vraiment, clairement, moi, je lui en veux pas du tout parce que je pense qu'elle a fait avec ce qu'elle avait sous les mains, mais elle avait rien sous la main. Donc, en fait, nous, on est parti de ce rendez-vous avec à la fois de la tristesse, mais sans savoir exactement pourquoi. Et bien sûr, la tristesse, elle est venue un petit peu après, quand on a vraiment pris conscience de ce qui nous attendait. On savait dès les 6 mois d'Elliot qu'il y avait quelque chose, mais en gros, ça pouvait être oh, il va avoir quelques troubles, quelques difficultés à l'école, il peut mourir à l'âge de 3 ans. Voilà un petit peu l'éventail qu'on avait. Et donc là, à 18 mois, on a vraiment su un tout petit peu à quoi s'attendre. Et même si on était soulagé que ce ne soit pas une maladie dégénérative avec une espérance de vie réduite, etc., on s'est quand même très très vite rendu compte que notre vie ne serait plus jamais la même. Et que voilà, notamment le fait qu'Elliot ne serait jamais dépendant,
jamais indépendant, à l'âge adulte, quoi. Eh oui. Parce Qu'est-ce que, qui vous aide à rester fort? bah, déjà, Moi, je pense que le fait d'avoir créé l'association aussi, ça nous a permis de ne pas sombrer, justement. On a profité de ce moment un peu de gravité pour transformer ça en... Je ne sais pas comment dire, mais qu'est-ce que tu dirais, toi, moi par j'allais dire rapport à le ça? couple. Oui, aussi, Oui, évidemment. alors, non, mais ça c'est très important parce que je l'ai dit au tout début, 80% des couples, et c'est une statistique qui fait peur, ces couples se déchirent, se séparent. Alors vous n'avez pas qu'un enfant, vous avez un deuxième enfant. Est-ce que vous pensez que si vous aviez eu qu'un seul enfant, ça serait parti, pour être clair, en cacahuète, ou parce que justement vous avez un deuxième enfant, tout ça, ça rapproche, ça soude? Disons qu'Eliott est notre aîné quand même, hein, donc on Ouais. aurait pu exploser au moment du diagnostic ou un petit peu après, parce que ça n'a pas toujours été facile. Après, nous, voilà, on avait toujours envie de créer une famille. Le jour où on a appris pour Eliott, moi je parle en mon nom, je me suis tout de suite dit je veux un autre enfant derrière, parce que je ne voulais pas être que centrée sur cet enfant et en attendre trop de lui et être juste derrière lui à faire que ça de ma vie, de le pousser. Je pense que c'était ni bon pour moi, ni bon pour lui, ni bon pour notre couple. Je pense qu'on a besoin d'avoir du monde autour d'Eliott. On a aussi la chance d'avoir une grande famille autour de nous qui peut soutenir cet enfant. Mais pour nous, pour notre couple et pour notre vie de famille, on pensait que c'était important de recréer la vie derrière lui pour Sinon, notre vie voilà. n'aurait tourné qu'autour de la maladie d'Eliott. Ouais. Et on voulait un peu se sortir de ça en ayant un autre enfant qui puisse nous aider, nous aussi, un peu à penser à autre chose Et puis même pour vivre Eliott, autre chose. Et pour c'est Eliott exceptionnel également, d'avoir que notre vie de famille ne tourne pas uniquement autour du autour du handicap. handicap de notre enfant, quoi. En quelques mots, maintenant, parce qu'on arrive à la fin bientôt de cet échange, vos plus grandes inquiétudes et vos plus grands espoirs pour Eliott. Chacun votre tour. Bon, je Ouais. dis, Allez, vas-y. les inquiétudes, on en a déjà un petit peu parlé, mais on est comme tous ces parents porteurs d'enfants de handicap. La plus grosse inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là, quand on ne sera plus là. Puisque Eliott, voilà, comme on l'a dit, on sait qu'au niveau indépendance, voilà, il a beau marcher, parler, il y a tout ce qui est indépendance, prendre soin de soi, s'habiller tout seul, manger tout seul, se faire à manger, on sait que ça va être extrêmement difficile. On a beaucoup d'espoir de travailler, continuer à travailler pour lui apporter un petit peu d'indépendance, mais on sait à quel point ça va être très, très, très dur pour lui, ça. Tout ça, donc, qui va prendre soin de lui quand on ne sera plus là, parce que qui mieux que ses parents ou sa famille pour prendre soin de lui, parce qu'on en entend beaucoup sur ce qui se passe dans les foyers, voilà, quand on a des enfants qui ont des adultes qui ont aussi des problèmes de comportement, de gestion de colère, de gestion des émotions. Qu'est-ce qui va devenir de lui? On est les seuls qui le connaissent vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que on essaye de créer toute cette famille autour de lui qui inclut aussi les oncles et tantes, les cousins, les frères et sœurs, les grands-parents, bon, voilà. Et puis les plus grands espoirs, qu'il soit heureux, tout simplement, qu'il garde sa joie de vivre, qu'on arrive à l'aider à gérer les choses qui le rendent triste et qui le rendent anxieux, parce que c'est aussi les gros problèmes du syndrome, l'anxiété. Et ben voilà, tout simplement, que même s'il est pas dépendant et même s'il reste avec nous, le principal, c'est qu'il soit heureux plus tard, quoi. Ben maintenant et plus tard, d'ailleurs. Eric, c'est pareil pour toi, inquiétude, espoir? Alors, oui, tout à fait, mais je vais en ajouter peut-être, moi, une de mes plus grandes inquiétudes, en dehors du fait de ce que racontait Lorraine, c'est son intégration dans la société à l'âge adulte. Parce que là, c'est un enfant, bon, ça commence à bien se voir qu'il est en situation de handicap, mais ça reste mignon, entre parenthèses. Les gens ont beaucoup d'empathie pour lui, et puis il est rigolo, voilà, les gens ont beaucoup d'empathie pour lui. Mais qu'est-ce que ça va devenir quand il va grandir? J'ai l'impression que le regard qu'on porte aux personnes en situation de handicap change entre l'enfance et l'âge adulte. Je pense qu'à l'enfance, justement, on a de l'empathie pour eux, on les trouve mignons, etc. Et l'âge adulte, on a plutôt tendance à en avoir peur.
parce qu'on ne les comprend pas. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur pour lui. Et ma dernière question, quel message aimeriez-vous transmettre aux parents qui, tout comme vous, sont dans une situation similaire? C'est assez cliché, mais de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Et de prendre soin d'eux, d'essayer de prendre soin d'eux. Et pour ça, ça va aussi par essayer de rencontrer du monde qui est un petit peu dans les mêmes situations, partager et prendre soin d'eux et de leurs enfants. Pour finir, on va juste rappeler, puisque votre association a joué un rôle très important en tant qu'aide aussi aux parents, si les gens veulent vous contacter, veulent vous joindre, rentrer en contact avec vous, ils passent par quel biais? Il y a quelque chose à faire de spécifique? Alors, ça s'appelle Association CTNNBA France. On a un site internet avec un formulaire de contact. On est aussi présent sur Instagram et sur Facebook. Voilà, vous pouvez nous contacter via ce biais. Parfait, et on mettra bien sûr le descriptif de l'association dans l'émission. Merci beaucoup, Eric et Lorraine. Merci.